Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Aristide, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Docteur Aristide Kamla, vous êtes originaire du Cameroun, biologiste marin et vous avez fondé l'ONG AMCO, qui signifie African Marine Mammal Conservation Organization, qui est dédiée à la sauvegarde des écosystèmes côtiers au Cameroun. Aristide, je vais vous laisser la parole et on commence traditionnellement par une question sur votre parcours académique et professionnel. Est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs ce qui vous a amené à vous engager pour la faune aquatique et comment vous avez été impliqué dans la création de l'ONG AMCO? Bonjour Hélène et merci de m'inviter à ce podcast. Je suis, comme vous l'avez si bien dit, biologiste marin et président de l'organisation African Marine Mammal Conservation Organization, en abrégé AMCO. Et nous travaillons, c'est une organisation qui travaille pour la protection des mammifères marins et d'autres grands animaux aquatiques tels que la montagne d'Afrique, les dauphins à bosse, les baleines, les tortues marines et les requins et les raies. Mon parcours, je dirais, au départ de plus petit, je n'avais pas rêvé être biologiste marin. J'avais plutôt les ambitions de devenir médecin. Ce qui m'a passionné dans le monde de la conservation marine est arrivé de façon hasardeuse lorsque, lors d'un cours euh, d'écologie, l'enseignant dans le cycle de master avait donné une liste d'exercices, de sujets qu'il fallait choisir. Les étudiants qui étaient là devaient choisir en premier et ceux qui n'étaient pas là, malheureusement, devaient prendre les sujets qui restaient. Moi, n'étant pas là ce jour-là, il restait juste un seul sujet et ce sujet, c'était étudier la mégafaune aquatique du Cameroun. Et donc, euh, ce sujet ne me disait pas grand-chose, mais j'avais pas le choix. Mais en allant creuser dans la littérature sur Internet, c'est alors que j'ai découvert ce que c'était la mégafaune aquatique. Les espèces qui sont supérieures, ayant un poids supérieur à 45 kilogrammes, notamment. Euh, la baleine, ça, ce n'était pas une surprise. Le dauphin, ça, c'était pas une surprise. Mais lorsque je suis tombé sur le lamentin, alors j'étais gravement surpris puisque je n'avais jamais entendu parler de cette espèce. Et cette curiosité d'en savoir plus m'a poussé dans le cadre de ma thèse de master, à m'engager pour faire de la recherche sur le lamentin d'Afrique. Et cela m'a amené de mon village, ou bien de ma ville où j'ai grandi à Tchang, où j'ai d'ailleurs fait l'université, pour aller au niveau de la côte qui est à près de 600 kilomètres afin de découvrir cette espèce emblématique qu'on appelle le lamentin d'Afrique. Et c'est en menant mes études sur cette espèce que je me suis encore plus engagé puisque je me suis rendu compte que l'espèce était non seulement négligée, mais faisait l'objet un braconnage à outrance. Et c'est alors que après mes études de master, j'ai décidé de créer l'organisation AMCO dans le but de promouvoir la protection de cette espèce et des autres espèces de la faune aquatique, de la mégafaune aquatique qui faisait face aux menaces similaires, c'est-à-dire le braconnage, la destruction de leur habitat et aussi le fait qu'ils ne soient pas sérieusement pris en compte par l'application de la loi. Merci Aristide pour cette belle entrée en matière. Bah, écoutez, c'est une jolie histoire. En tout cas, euh, à défaut de soigner les humains, vous vous occupez de la mégafaune et c'est une très belle mission. Euh, Peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, qui ne sont pas forcément familiers avec la géographie du Cameroun, est-ce que vous pouvez nous dire où est, dans quelle
partie du Cameroun vous œuvrez? On imagine bien que vous êtes sur la zone côtière, mais est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu avec plus de détails où est-ce que votre ONG est basée? Alors, notre ONG a été créée une petite ville qu'on appelle Dizangué. Dizangué se trouve dans la région du littoral et voilà, c'est pratiquement à l'estuaire du Cameroun, c'est à la côte. Nous sommes à près de 40 kilomètres, n'est-ce pas, de la mer, Hmm. de l'océan. Et dans Dizangué, il y a un petit lac qu'on appelle le lac Ossa. C'est un lac de près de 4 000 hectares que j'appelle aujourd'hui la capitale du Lamentin en Afrique parce que c'est dans ce lac qu'il est plus facile d'observer le Lamentin, n'est-ce pas, dans son habitat naturel. Voilà, donc notre site de travail, à Dizangué, mais nous avons d'autres sites aussi, toujours le long de la côte camerounaise, qui fait près de 400 kilomètres. Nous avons un bureau à Limbé qui est beaucoup plus focalisé sur des activités, les actions en mer, c'est-à-dire pour étudier les baleines, les dauphins et les tortues marines. Et un autre bureau à Douala et qui travaille beaucoup plus sur la pêche. Et un bureau à Kribi qui travaille sur les questions des marines protégées parce il y en a un qui a été récemment créé là-bas et nous travaillons pour accompagner le gouvernement dans la bonne gestion de cette marine protégée-là. D'accord, très intéressant. Et est-ce que vous pourriez nous donner peut-être à travers un exemple qui qui permettrait à nos auditeurs de bien cerner vos différentes missions, peut-être l'exemple d'un projet phare que vous avez mené avec votre ONG et qui a eu un impact significatif sur la préservation alors, d'une espèce en particulier ou de la mégafaune aquatique en général. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet en particulier? Oui, alors AMCO a pour mission, n'est-ce pas, de créer une harmonie entre le lamantin d'Afrique le lamantin d'Afrique. Et quand je parle du lamantin d'Afrique, je parle aussi des autres espèces de la mégafaune aquatique. Cette harmonie entre ces animaux et l'homme, c'est-à-dire euh, avoir un espace un espace aquatique qui est dépourvu de menaces pour ces espèces-là. Alors, c'est pourquoi nous travaillons à lutter contre le braconnage, à lutter contre la pollution et aussi à faire avancer les lois qui permettent de protéger ces espèces. À côté de ça, nous créons aussi des synergies d'action, c'est-à-dire nous travaillons avec des autres organisations, on créer des environnements qui permettent aux acteurs de s'échanger afin de consolider nos actions pour une meilleure efficacité sur le terrain. L'un des projets que nous avons mené et qui a eu un écho remarquable est celui de la restauration du lac Ossa, rappelez-vous, la capitale du Lamentin d'Afrique, qui était malheureusement envahi par une plante envahissante qu'on appelle la Salvinia molesta. C'est une plante invasive originaire du Brésil, mais on ne sait pas comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans le lac. Mais ce qu'on sait, c'est que sa prolifération a été occasionnée par la pollution organique du lac, c'est-à-dire une augmentation en nutriments tels que l'azote et le phosphore qui venaient du fleuve en amont qui est connecté au lac. Alors, suite à cette pollution, la Salvinia a envahi le lac à près de 50%, impactant ainsi négativement non seulement le lamantin d'Afrique, qui est une espèce comme c'est un mammifère qui respire de l'air atmosphérique, ne pouvait plus facilement faire surface pour respirer car le tapis formé par cette plante envahissante l'empêchait de pouvoir se mouvoir et de respirer. Et non, et la plante aussi impactait les communautés locales qui ne pouvaient plus, surtout les pêcheurs, qui ne pouvaient plus mener aisément les activités parce que la plante interférait avec les filets. Alors, c'était une crise qu'il fallait absolument résoudre. Ce que nous avons fait à AMCO, c'est de consulter des experts de par le monde entier pour pouvoir avoir des conseils sur quelle est l'approche qui serait la mieux la plus efficace pour pouvoir venir à bout de cette plante.
Et une méthode a été retenue, c'était la lutte biologique combinée à la lutte mécanique. C'est quoi la lutte biologique? Il s'agissait ici de pouvoir introduire un charançon naturel, qui est un prédateur naturel de la salvinia, dans le lac. Et ce charançon avait donc pour but de consommer la salvinia sans toutefois consommer les autres plantes. C'est un charançon très spécifique qui ne se nourrit que de la salvinia. Nous avons introduit ce charançon en juillet 2021 et pour faire court, aujourd'hui, je peux vous assurer que la salvinia a pratiquement disparu dans le lac. Il y a moins de 5% de présence de salvinia dans ce lac. Et en conséquence de cette éradication de la salvinia, on voit de plus en plus de lamantins qui, pendant la présence de la salvinia, on n'en voyait presque plus. Et les pêcheurs ont recommencé les activités et peuvent désormais gagner leur pain quotidien grâce à l'activité de pêche qu'ils mènent dans cet environnement qui a été restauré. D'accord, très intéressant. Vous disiez que c'était une alliance entre la lutte biologique et la lutte mécanique, Et c'est la ça? lutte mécanique, oui, voilà. Et c'est la lutte mécanique. La lutte mécanique, elle avait pour but, n'est-ce pas, d'encourager les communautés à valoriser la biomasse formée par la salvinia Hmm. en la transformant, par exemple, en charbon écologique. C'est-à-dire, on organisait des campagnes de récré de la salvinia avec des communautés et qu'on ramenait sur terre pour ensuite sécher, carboniser et former des briquettes de charbon écologique qui étaient vendues et ou bien utilisées par la communauté pour cuire leurs aliments. D'accord. Et ben justement, ça fait une transition sur ma question suivante qui était justement, on sait que ces projets de conservation enfin, fonctionnent sur le moyen terme et le long terme, hein, c'est ce qu'on souhaite. Si et uniquement si, en fait, les communautés locales qui vivent à proximité de ces écosystèmes sont impliquées et prennent vraiment une part active dans ces projets. Comment votre ONG AMCO concilie les objectifs de conservation avec les besoins économiques des communautés locales? Hélène, voyez-vous, lorsque je commençais à la conservation, à mener des activités de conservation, j'étais très focalisé sur l'aspect scientifique qui consistait à aller sur le terrain, collecter des données sur l'habitat, sur l'espèce, et je donnais très peu d'importance à l'aspect social, à l'aspect communautaire. Jusqu'à ce qu'un jour, un pêcheur m'interpelle dans le lac et me dit, Aristide, on te voit monter, descendre chaque fois dans le lac en train de suivre le lamentin, dépenser de l'argent pour cette espèce. Et nous, qu'est-ce que vous en faites? On a l'impression que le lamentin est plus important que nous, les humains. Et cette conversation-là a résonné énormément en moi. Et c'est en ce moment que je me suis rendu compte que je manquais à une pièce importante du puzzle. Et dès ce moment, nous avons commencé à inclure les activités qui contribuent à améliorer le bien-être des communautés locales. Parce que ces communautés-là sont en réalité des vrais gardiens de ces habitats, les vrais gardiens du Lamentin. On ne peut pas faire sans eux. C'est ainsi que nous, depuis ces temps-là, nous organisons des activités telles que le renforcement des capacités en culture de champignons, euh, des abeilles, même en pisciculture, pour apporter un plus à ces communautés. Elle a montré que on n'est pas là juste pour le lamenter, mais on est aussi là pour eux. Et si on protège le lamentin, on protège aussi le lamentin pour eux. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons même initié au sein de ce lac un circuit écotouristique. On a mis un circuit écotouristique qui permet dans ce circuit, bien dans cette activité écotouristique, les communautés sont impliquées en tant qu'éco-guides et aussi en tant que restaurateurs. Donc, lorsque un touriste arrive, ces communautés peuvent se faire de l'argent et cela permet ainsi de prouver ce que nous leur disons chaque fois dans les sensibilisations que un lamentin
vivant vaut mieux qu'un lamentin mort parce qu'une fois que le lamentin est mort, ça ne vous rapporte plus rien d'autre. Mais tant qu'il est vivant, ça porte la devise à travers les touristes qui viennent continuellement ici pour visiter le lac, pour voir le lamentin et ça vous donne du travail. Donc, voilà un peu comment est-ce que on implique les communautés et depuis que nous impliquons les communautés, on a senti comment dire, un impact positif dans nos résultats de conservation. Je prends le cas du lamentin encore. Quand je commençais la conservation ici au lac Ossa, le braconnage du lamentin, c'était une histoire normale. Donc, ça se faisait de jour comme de nuit aux yeux de tout le monde. Donc, c'est comme si c'était quelque chose de normal. Mais lorsque nous avons commencé les activités de conservation qui impliquent les communautés, ça fait depuis plus de 10 ans que nous faisons cela. Je peux vous garantir que ça fait près de 4 ans, on n'a plus entendu parler du braconnage de la montagne dans le lac Ossa parce que ces communautés-là se sont joints à l'initiative que nous menons. Ouais, bah c'est là où on voit que les impliquer et puis voilà, prendre en compte les intérêts de toutes les parties prenantes, c'est vraiment clé pour la réussite des projets de conservation. Si on prend un petit peu de hauteur, Aristide, et qu'on s'intéresse un peu aux défis, alors vous avez parlé hein, du braconnage, destruction des habitats, pollution, manque de prise en compte. Mais est-ce qu'on peut creuser un peu ensemble ces grands défis auxquels la mégafaune aquatique est confrontée aujourd'hui au Cameroun? Et d'ailleurs, pas seulement au Cameroun, mais dans les régions côtières de l'Afrique centrale, enfin dans votre partie d'Afrique où vous êtes. Ouais. Oui, de l'Afrique centrale et je dirais aussi de l'Afrique de l'Ouest parce qu'on retrouve le lamentin d'Afrique pratiquement sur toute l'Afrique de l'Ouest et centrale, depuis la Mauritanie jusqu'en Angola, et la menace est la même. Le braconnage, surtout ça, c'est la menace première. Le braconnage, pourquoi le braconnage? C'est à cause déjà de la perception négative que les communautés ont du lamentin. Il existe un conflit homme-lamentin, surtout au niveau du Cameroun où les pêcheurs se plaignent continuellement que les lamantins détruisent les filets. Et il faut noter aussi que ces filets sont détruits aussi parce que ils sont mis le long des corridors de migration des lamantins. Et le braconnage aussi parce que voilà, à cause de la pauvreté, la plupart des personnes qui vivent autour de l'habitat du lamantin, ce sont des personnes qui ont des revenus faibles et pour eux, tuer un lamentin constitue une source alternative de revenus qui ça leur permet de combler les mois. Et c'est aussi surtout à cause du fait ils ne maîtrisent pas ou ils n'ont pas compris l'importance du lamentin. Et c'est pourquoi nous travaillons continuellement pour les éduquer et leur montrer que le lamentin, non seulement il est protégé par la loi, mais aussi c'est une espèce qui vous apporte des bénéfices tels que l'amélioration de la qualité de l'habitat où vous pêchez le poisson. Parce que le lamentin fertilise la colonne d'eau parce qu'elle défèque énormément et ses fesses permettent est un engrais biologique pour le développement du phytoplancton et pour dans la production du poisson. Alors, l'autre challenge pour ces espèces-là, c'est la pollution. Cette pollution qui est d'abord, je dirais, terrestre avant d'être aquatique parce que c'est l'ensemble des transformations que subit nos écosystèmes terrestres à travers la déforestation, à travers l'utilisation des engrais chimiques, à travers l'installation des agro-industries. Et une fois que les pluies sont tombées, ces polluants-là sont drainés dans le cours d'eau et ainsi polluent et amoindrit la qualité de l'eau et qui impacte sur ces espèces-là. Et pour terminer, il y a plein d'autres challenges, mais je ne vais pas terminer sans mentionner ce challenge qui est celui de l'application de la loi. Il y a plusieurs de ces espèces-là sont bel et bien protégées par la loi. Malheureusement, on assiste à une faible application
de ces lois-là, peut-être parce que les agents ou bien les institutions en charge de l'application de ces lois ne sont pas suffisamment outillés, bien n'ont pas suffisamment de budget pour pouvoir mener des surveillances, des patrouilles qui vont dissuader des personnes qui veulent enfreindre la loi en s'attaquant à ces espèces-là. D'accord. Bah, très intéressant. Et on vous en avait parlé, hein, mais l'aspect formation, je pense, c'est vraiment, et éducation, sensibilisation. Bon, nous, c'est évidemment chez Moo Conservation et Youth Conservation, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et on sait tous les enjeux qu'il y a sur éduquer les enfants dès le plus jeune âge. Et bon, vous, j'imagine qu'avec maintenant quelques années d'existence, vous avez un peu de recul. Quelle est justement votre vision sur l'éducation et la sensibilisation à la conservation, notamment au Cameroun? Est-ce que les choses changent? Est-ce que les générations sont plus informées, mieux sensibilisées, et ce qui, du coup, derrière, entraîne des changements de comportement? Alors, là, vous avez touché un point très important. L'éducation fait partie de nos priorités à AMCO parce qu'on a tout de suite compris que c'est pas l'éducation qu'on transforme je vous parlais tantôt des perceptions. C'est pas l'éducation qu'on transforme les perceptions. Et c'est pourquoi nous menons des activités de sensibilisation et d'éducation dans tous les couches d'âge, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Avec les écoles primaires ici, nous avons des cours d'éducation environnementale dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires. Nous avons les cours d'éducation environnementale que nous donnons pratiquement chaque semaine. Et à côté de ça, même des activités, comment on appelle ça, périscolaires, outdoor, c'est-à-dire on les amène dans le lac pour qu'ils puissent visiter le lac et puis qu'ils voient à quoi ressemble la nature. Et nous avons aussi à côté de ça des activités avec des universitaires, notamment à travers des stages que nous offrons aux universitaires qui veulent davantage s'investir dans le monde de la conservation marine. Et ce que je peux dire, c'est que depuis près de 10 ans que nous travaillons sur ces questions, au moins au niveau du Zanguet, les mentalités évoluent. Il est difficile de trouver même un tout petit enfant dans cette communauté qui ne connaissent pas qui ne connaît pas ce que c'est que le lamentin et son importance. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que le braconnage de lamentin a pratiquement disparu ici parce que le lamentin est devenu carrément un emblème pour cette communauté. D'accord. Merci Aristide pour votre partage sur l'éducation, la sensibilisation. J'avais peut-être une dernière question sur vos projets de conservation, c'est la place que vous accordez à la science et à l'innovation. Je voyais notamment sur votre site un article sur l'usage du téléphone portable, je crois, dans le suivi des espèces. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de voilà, comment vous faites usage des nouvelles technologies aussi pour mener à bien vos projets de conservation? Alors, Hélène, la science, c'est un élément très capital surtout ici au Cameroun et en Afrique centrale ou de l'Ouest, où la plupart des espèces de la faune aquatique sont très peu étudiées car on connaît pas grand-chose sur les distributions, mode d'alimentation, abondance, etc. Et sans ces informations-là, il est difficile de pouvoir mettre en place une stratégie de conservation efficace. D'un autre côté, nous sommes les pays où on retrouve ces espèces-là sont malheureusement des pays à revenus faibles ou moyens, où la recherche, encore la recherche sur la faune aquatique n'est pas une priorité du tout. Donc, on a très peu de moyens logistiques pour se déployer et on a très peu de financement pour pouvoir acheter des équipements et de former des chercheurs qui vont permettre de combler ce gap. Du coup, on a opté pour une alternative, c'est-à-dire la science participative où on implique les pêcheurs, la communauté locale, dans la construction de la donnée, de la connaissance autour de ces espèces-là. C'est
d'ailleurs pour ça que nous avons créé cette application qu'on appelle Sirène, cette application, dont la création m'a été inspirée par l'interaction que j'avais eue avec des pêcheurs lors de ma thèse de master, ma recherche de master, quand la faisais ici au lac Fossa. Je ne connaissais rien sur le Lamentin. Et il n'y avait pas grand-chose, pas de il n'y a pas assez d'informations sur cette espèce de Lamentin d'Afrique dans la littérature. J'ai appris sur le terrain et les gens qui m'ont formé, qui m'ont appris à observer le Lamentin, c'était des pêcheurs. Et cela m'a permis de me rendre compte combien ils disposent, eh bien, ils ont, combien, leur importance en termes de connaissances traditionnelles de ces espèces que nous essayons d'étudier. Alors, après cette expérience, je me suis dit, il faut qu'on puisse capaciter ces pêcheurs-là pour qu'ils puissent contribuer à la construction de la connaissance sur le Lamentin. Au départ, je les avais donné des fiches sur lesquelles ils notaient chaque fois quand ils voyaient un Lamentin. Mais ça a montré ses limites parce que c'était du papier, ça pouvait se déchirer, ça se mouillait. Et j'ai eu donc cette idée de développer cette fois-ci une application mobile qui les permet de euh, filmer chaque fois qu'ils voient une espèce pendant qu'ils font la pêche. Et pendant qu'ils filment, le téléphone ou l'application enregistre la localisation GPS et en même temps l'heure et la date. Et c'est ainsi que, depuis 2015, nous avons construit avec les pêcheurs une base de données de près de 30 000 observations des espèces de la faune aquatique du Cameroun. Lesquelles données ont d'ailleurs permis de construire le premier catalogue des requins et des raies du Cameroun qui compte près de 40 espèces. Et c'est aussi avec ces données-là que nous avons pu faire du plaidoyer pour que la protection légale de quatre autres espèces de mammifères marins. Et avec cette application aussi, nous avons pu euh, euh, redécouvrir une espèce de raie dont on croyait avoir disparu. Mais grâce à la photo que nous a envoyée un pêcheur de notre réseau, le réseau Sirène, ça c'est le nom de l'application aussi, qui a permis de se rendre compte que non, l'espèce n'a pas disparu et qu'elle est encore là. Je parle comme ça d'une espèce qu'on appelle Mabula hypostoma. Donc voilà un peu comment est-ce que on utilise la science en collaboration avec les pêcheurs pour pouvoir améliorer la connaissance sur l'espèce et mieux affiner les stratégies de conservation. Merci beaucoup, Aristide. En fait, c'est un très bon exemple d'un bel usage des nouvelles technologies dans un projet de conservation. Merci beaucoup. Aristide, le temps file, on arrive à la fin de notre entretien. J'avais une dernière question que j'aime bien poser à mes invités. Est-ce qu'il y a un Ouais. message, un conseil ou un message clé que vous aimeriez transmettre à nos auditeurs concernant l'importance de la conservation et peut-être notamment le rôle des communautés locales? Oui, effectivement, j'ai un message pour eux. Et ce message, c'est de les encourager, n'est-ce pas, à s'impliquer dans cette bonne cause qu'est la conservation, n'est-ce pas, de la biodiversité. Et surtout de soutenir les communautés qui vivent autour de ces espèces-là parce qu'ils sont les véritables gardiens de cette biodiversité et de leur habitat. Merci beaucoup Aristide. Vraiment un grand merci pour votre témoignage, pour votre temps. Je suis sûre que ça va inspirer nos auditeurs. Donc voilà, bah, écoutez, on vous souhaite une très belle continuation à vous, puis ainsi qu'à toute l'équipe d'AMCO. Écoutez, je vous dis aussi à bientôt. À bientôt, Hélène, et merci encore de m'avoir invité à ce podcast. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.